Salut les sœurs d'Adam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Maëlys Prat. C'est Prat, je dis bien. Hâte, c'est Prat, pareil. Prat, qui est invitée. Alors c'est une athlète un peu spéciale parce qu'on a eu une année un peu spéciale aussi, même si c'est pas la première fois que ça arrive lors d'un championnat de France. On a un doublon en championne de France, donc c'est la championne de France qui nous représente lors des compétitions internationales. Et j'aimerais ça faire un petit focus sur son parcours. Merci beaucoup, Maëlys, d'être présente avec moi et partager ce que tu voudras bien nous partager. Je vais faire un petit accéléré sur ton parcours. J'ai fouillé, ça fait longtemps que tu fais de la danse, ça fait depuis plus de 10 ans parce que ce que j'ai trouvé, c'est des débuts en 2014 Mhm. Et avec oui, une accélération de compétition, notamment pas que d'ailleurs en salsa et en bachata, dans d'autres danses, mais je ne peux pas m'attarder trop dessus. Je vais accélérer jusqu'à ton premier championnat de France, qui s'est fait avec la team Allegria, si je dis pas de bêtises, exact. avec Marie. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu de qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bon, ben, ça fait peut-être 8 ans que je danse. Allez, je me lance au championnat de France, en tout cas, parce que tu avais fait d'autres compétitions, mais... Mhm. Alors, c'était un peu particulier cette année-là. Donc, j'ai intégré la formation Team Ladies chez Allegria en septembre 2020, donc juste après le Covid. Et pendant cette saison-là, donc nous, on était en formation professionnelle, donc en fait, on avait le droit de continuer de s'entraîner. Heureusement, ça m'a sauvé la vie, je pense. Et, euh, et normalement, c'était aussi donc, c'était une formation professionnelle et une formation chorégraphique. L'objectif, par le biais de la formation chez Allegria, c'était de faire des représentations scéniques. Et du fait qu'il y avait eh bien, les confinements, les couvre-feux, etc., il n'y avait pas en fait, il n'y avait plus de festival, il n'y avait plus de soirée, il n'y avait pas de scène possible, etc. Et en fait, la première ouverture qu'il y a eu, c'était le championnat de France de 2021 qui a eu lieu début juillet, donc à la Baule. Et, euh, et Marie nous a dit, bah, écoutez, c'était pas l'objectif de faire de la compétition à la base, mais c'est la première ouverture scénique et de représentation qu'on a sur cette saison. Donc, si ça vous dit, on le fait. Donc, on en a parlé, c'était au mois de mai, fin mai. Et tout le monde était partant pour dire, bah, c'est parti, on y va. Et du coup, on a été au championnat de France cette année-là. Voilà, Et vous ça avez, s'est fait un peu. et vous avez gagné, donc premier titre. Exactement. Ouais, on a gagné en team. Ouais, c'était... Bon, après, c'était team, du coup, mixte, couple et shine tout mélangé. Mais ouais, on a gagné et c'était vraiment un chouette moment. C'était un bon moment. Tes premiers pas à la Shine Academy et ton envie de te lancer dans ton solo, ça se fait comment? Alors, la Shine Academy, pour le coup, du coup, je l'ai intégrée en septembre 2021, donc tout de suite après ma formation avec Allegria, pour donner des cours collectifs en salsa. Donc, j'avais toujours vu la Shine de loin, etc. Puis ça fait partie des grosses écoles de Lyon. Euh, et donc, j'ai d'abord intégré la chaîne pour donner des cours collectifs. Et en fait, voilà, c'est peu Yannick aussi à cette époque-là, mais c'est pareil, je l'ai côtoyé beaucoup sur scène. Enfin, je les voyais de loin avec Martial faire des shows, etc. Et en sympathisant plus avec eux, du coup, ils m'ont dit, ah, ce serait trop bien que tu fasses un solo de salsa. Et en fait, comme je sortais de la formation Allegria, qui était quand même très intense et très challengeante, même si j'adore mes cours collectifs, au niveau personnel, ça me poussait pas assez. Et du coup, je me suis dit, ah bah, pourquoi pas faire de la compétition en solo pour retrouver un peu ce côté challenge et du coup, haut niveau, on va dire, qui me manque un petit peu. Et puis, j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même. Parce que danser tout seul, et tu le sais, c'est pas évident. Voilà, donc j'avais besoin de voir ce que je pouvais faire par moi-même, de savoir ce que je pouvais sortir par moi-même. J'avais cette envie-là de montrer qui j'étais. Et du coup, voilà, je suis aussi en solo cette année-là. Je vais être obligée d'insister. Enfin, je vais te demander de appuyer un peu fort parce que tu vas voir ouais, le début de l'interview, de parler un peu plus fort.
parce Oui, que bien sûr. je trouve ça super intéressant ce que tu me dis. J'ai très peur que toute la qualité que tu nous apportes, on l'entende pas à cause du D'accord. son. Mais jusqu'à là, bon, ça va, mais si tu peux continuer à parler fort, ça va m'aider. Et du coup, ta première compétition en solo, c'est le championnat de Nîmes ou pas du tout? Euh, Si, oui, oui, en 2022, du coup. Ok. Ouais. J'ai pas Donc, retrouvé j'ai fait, le classement, je crois que c'est deuxième ou troisième. je suis arrivée quatrième. Ok, ok, quatrième. Et la première, c'était Noémie, si je me trompe pas, la Thomasa, c'est Exact, quelque chose. Ouais. c'est ça. Il y Et avait moi, j'étais un amateur à l'époque. Les élites, je les voyais comme donc, je et, suis pas trop au courant. et ouais, il y avait, C'était même pas les mêmes jours, donc. non, il y avait beaucoup de niveaux et c'était vraiment chouette et tout le monde a mérité sa place et tout. Je crois que sur le podium, il y avait donc Noémie, Isabelle et Alexia. Ouais, avec ça, je me Voilà. rappelle. Ok, parfait. Donc, Tu te relances une autre année et là, on va dire les termes. T'es une des favorites dans le sens où très constante dans tes résultats. À toutes les Coupes de France, il y avait une énorme constance. Comment ça s'est passé cette année-là de préparation? euh, bonne question. En fait, je j'ai pas changé grand-chose. Enfin, si, j'ai quand même changé. On va dire, j'ai changé ma façon d'aborder les choses dans ma façon de penser. C'est-à-dire que l'année précédente, j'y allais en mode découverte. Voilà, savoir qui j'étais, montrer, etc. Et l'année suivante, j'y suis plus allée en mode, l'année dernière, en mode compétition. De dire, Mhm. bah, ça bien d'y aller, de gagner. Ça me dirait bien j'ai, voilà, sorti un peu ce truc de compétitrice et de winneuse, tu vois, d'avoir la rage et de vouloir aller chercher, du coup, une première place parce que, du coup, c'est quand même hyper stimulant. Enfin, tu le vis aussi, et je pense que on l'appréhende un peu de la même façon. L'idée, c'est pas de venir écraser les autres, c'est vraiment de se challenger et d'aller pousser toujours plus loin. Et donc voilà, donc sur la première année, j'étais plus en mode découverte et là, c'était voilà, c'était plus, bah, j'ai envie d'aller plus loin. Je vois que ça m'apporte des choses, qu'au niveau technique, ça me fait quand même progresser puisque du coup, je travaille souvent, j'ai besoin d'aller chercher des nouvelles choses, etc. Et que donc dans mon processus de danseuse de manière générale, ça m'apportait vraiment quelque chose de dire, bah, il faut que l'idée de la compétition, c'est faire démonstration de tout ce qu'on sait faire en fait, le plus possible en un temps hyper restreint. Et du coup, de dire, ah ok, bah, je sais faire ça, 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 et qu'est-ce que je ne sais pas encore faire qu'il faut que j'aille chercher. Mhm. Et voilà, c'est plus dans ce processus de venir chercher plus loin que moi-même et plus loin que bah, mes concurrentes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je Voilà. l'ai pas mentionné, mais tu es en effet compétitrice, professeure de danse, tu es coach aussi. Tu coaches Oui, des compétiteurs et en plus de ça, cette année-là, dans mon souvenir, tu fais pas que ton solo, donc la transition de 2022-2024, tu fais aussi partie de la troupe à l'époque et toujours, parce que vous revenez de Oaxaca, qui est une très grosse compétition au Mexique, de Queens of Bachata. oui, exactement. Ouais, Donc, donc c'est pareil. En fait, là, c'est pareil, il y avait le côté team de Allegria me manquait, parce que le travail en solo, c'est top, mais tu es livré à toi-même. Et que du coup, la team, ça porte quand même beaucoup, et ce truc-là de cohésion me manquait un petit peu, donc j'ai intégré les Queens à ce moment-là, et le travail est complètement différent. D'accord. Mais, et puis je me sens pas, enfin, je pense pas, j'adore la bachata, mais je suis pas une compétitrice bachata en solo. Donc ça me permettait aussi d'aborder cette danse-là que j'adore en équipe. Ça me semblait plus approprié pour moi. Donc ça me permettait de faire les deux, un petit peu de salsa, un peu de bachata. ok. J'aimerais ça rentrer plus dans ta préparation. Oui, Je me répète, j'espère que les gens qui regardent ces interviews, ils vont me dire, elle pose tout le temps la même question, mais en même temps, c'est un peu l'idée, c'est de savoir la réponse différente chez chaque athlète. Bref, combien d'heures pour ton solo, ça va être plus facile, toi, tu t'entraînes ou alors combien d'heures tu demandes de tes coachés pour leur préparation à la semaine? alors, je vais commencer d'abord par les personnes que je dirais que, de manière générale, ça dépend de chaque personne.
C'est-à-dire que dans les élèves que je coach, il y en a qui ont des facilités qui, du coup, auront moins de travail à fournir, même si, à partir d'un certain niveau, et là, j'en ai qui sont très bons, et je leur dis, bon, bah, maintenant, si tu veux passer à un autre level, il va falloir travailler davantage, même si tu as des facilités, le travail, il y a que ça de vrai. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est compliqué tout de suite, et du coup, je leur donne une constance et du travail à faire sur vidéo, de l'écoute musicale aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Passer un certain niveau, je pense aussi que le sport à côté, donc cardio et renforcement musculaire, c'est indispensable. Donc, en fonction des profils, j'adapte un petit peu, mais de manière générale, passer un certain niveau, c'est obligatoire de travailler son écoute musicale de manière générale, pas seulement sur une exécution chorégraphique, de la danse sociale. Là, c'est pour les petits jeunes, c'est moins évident, mais ceux qui sont ados, entre guillemets, je leur dis, il faut aller en soirée parce que vous appreniez à être des danseurs et non pas des exécuteurs de chorégraphie. Mhm. Et du coup, après, bon, bah, tout ce qui vient alimenter forcément un peu ce monde musculaire, ça sert quand même pas mal pour les accros, etc. Donc bon, il y a un petit peu de tout ça. Et à titre personnel, alors je suis une mauvaise élève. Moi, je suis team dernière minute. Donc, je m'entraîne. Alors, après, je danse toute l'année dans le sens où bah, j'ai des cours. Euh, je m'entraîne aussi pas mal avec partenaires pour l'exécution de ces cours-là. Je continue de me former à droite à gauche quand j'en ai l'occasion. T'as les trous. Mais ouais, pour les troupes, etc. Donc je danse quand même quotidiennement. Mais pour mon solo, je m'entraîne plus. Et souvent en dernière minute. Donc en fait, je vais avoir des grosses phases pendant lesquelles je ne fais rien. Et puis 3 semaines avant la compète, je vais m'entraîner 4, 5 heures par jour. Voilà. Pendant 3 semaines. C'est pas bien, mais voilà. Et par contre, au niveau sportif, j'ai une constance. Je fais 2 ou 3 semaines, pardon, 2 ou 3 séances par semaine de renforcement musculaire, etc., et de Mhm. cardio. Je garde une constance quand même sur le fond, on va dire, physique dont j'ai besoin pour arriver au bout de mes courées. Tu sens vraiment que ça t'aide dans tes performances, aller chercher ce complément-là, autre que la danse radicalement, là. Ouais, Euh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je l'avais pas. Alors, ça, j'ai commencé à le mettre en place seulement. Donc, j'ai une préparatrice physique et j'ai commencé à le mettre en place vraiment au mois de juin 2023. En fait, j'ai fait une grosse blessure fin d'année 2022, c'était avant l'Eurozone d'ailleurs. je peux te... Et Ça m'intéresse. Est-ce que tu peux vite mentionner c'est quoi comme blessure? Parce qu'en fait, en faisant cette interview, je me rends compte que tous les danseurs sont cassés et je ne le savais pas. Je suis naïve. Je suis si naïve. on est classé. Alors, donc c'était 5 semaines avant de partir à l'Eurozone 2022. J'ai fait une désinsertion musculaire, c'est-à-dire que les muscles de part et d'autre sont. Bon, ouais, j'ai un chat qui participe aux conversations. Donc, les muscles de part et d'autre sont attachés aux articulations. Et j'ai un de mes muscles de l'ischio-jambier, puisqu'il y a 3 muscles dans l'ischio, qui s'est détaché de l'articulation, donc ça, c'est pas rigolo. Ok, C'est ok, assez ok. douloureux et c'est assez long, donc Ok. j'ai mis 9 mois à récupérer de ma blessure. Donc les championnats de France de l'année dernière, j'ai été blessée, et c'est compliqué, mais voilà. Et une fois que c'est enfin passé, on va dire, je l'ai guéri, j'étais encore très raide, etc. Et surtout, j'avais perdu ma force et ma puissance sur la jambe droite. Donc, j'ai demandé de s'occuper de moi et de faire ma préparation physique. Voilà. Et du coup, depuis juin, là, je vois vraiment la différence. Rien à voir. Ok. Le sang, il n'est pas passé juste quand tu as dit son nom. On ne sait jamais que ça lui fasse de la pub. C'est quoi son nom? Alors, c'est Farah et elle a Ah, une petite salle à Lyon qui s'appelle le Track and Fit. ok. Et franchement, elle est top. Ok, parfait. Donc ça, c'est en termes de préparation. Alors, je pose toujours la question sur le complément alimentaire, l'alimentation, mais tu sais de quoi je vais parler parce que c'est la première fois que j'interviewe une athlète Mhm. qui parle très ouvertement de ça. Est-ce que tu veux qu'on n'en parle pas? On peut en parler, c'est pas un souci. Ok, alors moi, voilà comment ça se passe. Je scrolle sur Instagram, je suis peu sur Instagram, moi c'est TikTok mon truc.
Et là, je tombe sur une magnifique photo de toi, mais ça change pas d'habitude puisque tu es modèle. Et je vois beaucoup de commentaires. Donc là, je me dis, bah, si le texte il est lent, il faut que tu cliques sur le bouton pour voir le truc. Et là, tu nous délivres avec une transparence totale que tu Oui. es hyperphagique. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Comment est-ce que ça affecte ou bénéficie ta carrière de athlète? Alors, du coup, je suis vraiment mauvais élève. C'est que en fait, je pense aussi qu'à partir d'un certain niveau, il faut vraiment qu'on se considère, comme tu l'as dit, comme des athlètes. Et que donc, il y a trois piliers dans notre façon d'aborder l'hygiène de vie. Il y a le sommeil, l'alimentation et puis ben, nos enfants. Et pour le coup, je suis pas élève puisqu'il y en a deux pour lesquels je pêche un petit peu. Donc, mes entraînements de dernière minute et puis du coup l'alimentation. Alors effectivement, j'ai des petits problèmes au niveau alimentaire. Essayer de régler ça, ça prend le temps, mais voilà, ça va aller dans le bon sens. Et du coup, je suis complètement le contre-exemple de comment il faudrait bien s'alimenter pour, voilà, pour optimiser les performances athlétiques, on va dire. Donc, je m'en sors bien parce que j'ai un bon métabolisme. Après, j'ai conscience que si je mangeais mieux, je pourrais faire davantage de choses. Niveau énergie, c'est quand même différent. Il y a des moments, du coup, où je vais être ballonnée malade parce que je me suis rendue malade alors que du coup, je pourrais être juste sereine, complexe, quoi. Mais voilà, donc j'ai bien conscience que c'est un souci et que si j'arrangeais ça, déjà, enfin, je pourrais optimiser mes entraînements, optimiser mes performances et que je serais une machine de guerre, une machine de danse plutôt, mais voilà. C'est un souci. Il ne faut pas prendre exemple sur moi, Je, mais voilà. je le mentionne parce que je te pose la question comme n'importe quel athlète de c'est quoi ton alimentation, mais c'est surtout dans le sens, je pense, alors on n'a pas expliqué ce que c'était l'hyperphagie, mais de ce que j'ai compris, je savais même pas que ça avait un mot sur Ouais. cette sensation-là, mais c'est que c'est aimer manger peut-être à outrance, au-delà de ses limites, pour avoir la sensation de satiété au maximum. Et c'est C'est ce... même pas manger parce qu'il y a des moments j'aime pas. C'est Oui, vraiment manger pour. Je mange jusqu'à me rendre malade. En fait, oui, bon, j'ai été maltraitée étant petite, et maintenant que ça commence à aller mieux, et que je sors de ce schéma qui est la seule chose que je connais en fait, je reproduis des schémas de maltraitance pour me rassurer parce que c'est la seule chose que je connais. C'est complètement absurde. Le cerveau est bizarre. Mais voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de me faire du mal pour reproduire ce dans quoi j'ai évolué et grandi jusqu'ici. mhm. Euh, en- bon, maintenant j'ai la conscience du fait que c'est pas normal, que ça ne me fait pas du bien. Et l'idée, c'est d'essayer d'apprendre à voilà, m'apporter des choses qui me font du bien et non pas reproduire des schémas nocifs et dysfonctionnels. Donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment manger jusqu'à me rendre malade. Mais il y a des fois, j'aime même pas ça. J'ai des aliments crus qui sont complètement indigestes, et où il n'y a pas de goût, où je prends pas de plaisir particulièrement. C'est vraiment, je me rends malade. Ouais. Et Hyper moi, j'ai adoré que tu sois aussi transparent, j'ai trouvé ça admirable parce que je pense que, comme tu l'as dit par la suite, ça a délivré la parole parce oui, que il y en a beaucoup et autant l'anorexie, c'est pas une question de comparer les maladies, c'est que la parole elle s'est un peu délivrée, ça commence à être un peu conscientisé, la boulimie aussi un petit peu, c'est des informations qui sont peut-être plus faciles à trouver et je t'avoue que c'est un trouble du comportement alimentaire ou une maladie, je pense que c'est un trouble, non? C'est un c'est un trouble trouble du hein, ouais. ça compte le TCA, donc oui. Et celui-là, je l'avais jamais entendu parler. Je pense que ça touche bien, bien, bien plus de gens que ce qu'on pense. Et le fait que tu en aies parlé, je suis comme, c'est tellement une conscientisation, et encore plus en tant qu'athlète et Ouais, modèle, parce que toi, tu as l'image de ouais, ouais. physique Et, parfait. Tu et c'est comprends? pas. Oui. Et en fait, c'est pareil, je l'ai évoqué dans mon poste rapidement, c'est que régulièrement, en fait, il y a des fois où j'essaie du coup de faire attention
à mes comportements dysfonctionnels vis-à-vis de l'alimentation, j'ai très, très, très régulièrement des remarques pour me dire, ah oui, mais toi, t'as pas besoin, ou mais c'est bon, maintenant, Hmm. bon, vu que tu es danseuse, que tu te dépenses tant de temps dans la semaine. Oui, et c'est vrai que, enfin, voilà, vu ce que je mange, je pense que oui, j'ai un corps qui fonctionne très bien. Hmm. Mais, c'est pas une raison, c'est qu'il y a des moments où j'essaie juste de me traiter bien. Et à côté de ça, j'ai des remarques qui viennent du coup interférer dans ce processus qui est pas évident, euh, Hmm. faire mieux. Donc, c'est pas simple. Et effectivement, en faisant ce post sur Instagram, j'ai eu énormément, énormément de soutien. Euh, voilà, de petits mots de personnes qui justement ont dit ah ouais, je me rendais pas compte, j'imaginais pas, j'espère que j'ai pas eu des remarques ou des comportements qui ont fait que. Donc voilà, je tiens à rassurer tout le monde quand même, dans le sens où je sais pas, non, tu peux pas savoir, mais c'est comme ça. Et Hmm. j'ai eu aussi beaucoup de commentaires, de messages du coup en privé, euh, de personnes qui sont dans des situations similaires et qui en souffrent beaucoup, quoi. Qui en souffrent beaucoup parce que c'est des choses dont on parle pas, parce qu'en fait l'alimentation c'est pas comme c'est vital. Donc, en fait, tout le monde mange. Du coup, la tentation, elle est là tout le temps. C'est social aussi. Tu rencontrer Hmm. quelqu'un, on va manger un bout, boire un café. Donc, en fait, c'est inscrit dans le quotidien de n'importe qui. C'est normal. Mais du coup, c'est compliqué d'aborder ce sujet-là et de faire comprendre que ben, c'est pas toujours aussi facile que des comportements un peu dysfonctionnels qui se cachent par-ci, par-là. On va fermer la parenthèse, mais je vais en profiter pour dire, c'est has-been en 2024, tout le monde qui regarde de faire des commentaires sur les physiques. Si vous trouvez la personne belle, dites-lui qu'elle est belle et point. C'est has-been. Ça n'existe Oui, pas. On est en 2024. on sait pas ce qui se passe derrière et vaut mieux Ju- être. Juste de formuler, parce qu'on peut comprendre la bienveillance des gens, c'est comme t'as pas besoin. Dis-lui qu'elle est belle, ton ça positif. Tu sais pas ce que la personne, elle vit, homme et femme. C'est la Oui, même oui, chose. J'en profite. Voilà. Parenthèse oui. terminée. Bon, l'alimentation, du coup, toi, c'est sûr que c'est un cas vraiment spécifique où tu te fais suivre. Mais du coup, du coup, c'est sûr que je préfère passer sur un autre point parce que tu es dans ton processus déjà de Oui. guérison. L'hydratation, est-ce que tu as des trucs spécifiques? J'aime bien donner l'exemple de Anaïs parce qu'Anaïs Mangin, elle m'a dit, ouais, moi j'ai une application qui me rappelle de boire de l'eau tout le temps. Donc maintenant, je demande ça à tout le monde. Est-ce que vous avez un truc pour l'hydratation? Alors, j'en ai une aussi, mais je l'écoute pas du tout. Ah, ok. En fait, ça va avec l'alimentation pour moi, c'est que je bois 300 millilitres par jour, hein, ce qui est très peu. Voilà, donc j'essaie de boire 2 litres en ce moment et c'est pas mal. Ça évite Bon, déjà douleurs articulaires, musculaires, ça évite les maux de tête, c'est pas mal. ok. Continuer de boire plus de l'eau. On va faire un focus sur la préparation en elle-même. Je vais sauter la partie les budgets parce que si vous voulez vraiment, il y a une vidéo spécifique sur les budgets à prévoir. Tous les athlètes, ils en parlent, mais on a pris le temps sur un autre sujet qui était super important. Je préfère sauter à ta préparation peut-être le jour J. Euh, Mhm. Combien de temps avant? Alors, on va parler de en France, on parlera peut-être vite fait de comment ça se passe à l'international, mais en France, combien de temps à l'avance t'aimes arriver sur le lieu de l'endroit? Est-ce que tu arrives déjà maquillée? Est-ce que tu arrives... En vrai, je pourrais répondre parce que je te croise, mais est-ce que tu veux nous en parler? Alors, sur les compétitions, mais c'est sensiblement la même chose à l'étranger. J'arrive en général 1 heure et demie à 2 heures avant l'heure prévue pour mon passage, parce qu'on le sait, il peut y avoir des décalages. Bon, souvent, c'est du retard, mais il arrive parfois qu'il y ait un petit peu d'avance. Et on va dire qu'il peut y avoir 1 heure d'avance. 1 heure avant, c'est le minimum en étant prêt, mais j'aime bien arriver un petit peu avant quand même en me disant, bah, s'il y a 1 heure d'avance, il faut quand même que j'ai le temps de me changer, de m'échauffer, de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc, en général, 1 heure et demie, 2 heures avant. Et j'arrive du coup déjà prête, coiffée, maquillée la plupart du temps, parce que j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien prendre mon temps, me préparer tranquille, etc. Et quand je suis toute seule dans ma chambre, quand je fais mon business, je suis bien. Voilà, donc prendre mon truc tranquille et comme ça, quand j'arrive, je suis prête à en découdre. Mais
Comme je coach aussi, il arrive que si j'ai des élèves qui passent tôt, euh, il arrive que j'emmène mon matos avec moi et que du coup, je coach, je me prépare sur place. Parce qu'en fait, voilà, sinon, c'est que à 4 heures du mat, 5 heures du mat, je peux faire dormir un peu. Donc voilà, ça va dépendre, mais la plupart du temps, j'ai le temps de me préparer avant. Ok. Tu t'échauffes pendant combien de temps, si tu veux en parler, et combien de temps à l'avance? Alors, je me laisse entre un quart d'heure et une demi-heure avant mon passage off. Et du coup, je m'échauffe pendant une demi-heure à une heure. Ça dépend pareil, de l'état de mon corps. Si je sens que je suis déjà bien, une demi-heure, ça va suffire. Si ça tire déjà un petit peu, que je suis fatiguée, etc., je vais bien prendre une heure pour m'échauffer. Ok. La gestion du stress en coulisses, comment ça se passe? Alors, je suis pas du style à stresser. Donc, j'ai pas de problème avec ça. En fait, je pars vraiment du principe que c'est une chance de pouvoir danser. Il y a des pays dans lesquels les femmes n'ont pas le droit de danser. C'est une chance de pouvoir faire de la compétition parce que c'est pas donné à tout le monde et du coup, juste je kiffe les passages. Voilà. Donc, du coup, je stresse pas trop. En fait, ma préparation jour J, elle est ce qu'elle est en fait. Je peux rien y changer. Mhm. Et donc, ce que j'ai à faire, c'est donner mon maximum d'énergie et prendre plaisir à danser parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est du partage. Même si on est en compétition, je partage ce que je sais faire, je partage le plaisir que j'ai à danser et donc je ne stresse pas. Est-ce que tu as un petit rituel de bonne chance avant? Il y a une prière ou quelque chose? Même pas. Tu Non, rentres. juste alors après, je fais un peu j'ai pas de prière ou quoi, mais j'aime bien faire quelques instants de pleine conscience. C'est-à-dire que juste avant d'entrer sur piste, vraiment, je me vide et je me concentre sur mes sens les uns après les autres. Donc, en général, je commence par prendre des respirations longues et je me concentre après sur l'ouïe, l'odorat, etc. Que tous mes sens soient en éveil, quoi, vraiment au max. Et ça me permet d'être là pleinement. Ouais, Ça, c'était même le cas à l'Eurosun, ta ouais, gestion du stress? Ok. ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ok. Et, et au sol, les deux fois où je l'ai fait, c'est pareil, j'avais pas de stress. Enfin, j'avais un peu le palpitant, mais j'étais pas stressée plus que ça. Enfin, Ok. en fait, je me suis dit, et tu verrais cette scène, elle est incroyable. Je me souviens parfaitement le moment avant d'entrer sur piste, la première année. J'ai commencé par mon solo et j'étais blessée, donc je n'avais pas dansé depuis 1000 ans. Et je me souviens que j'étais là, je voyais la nana d'avant danser, et tout le monde qui hurlait, toutes les lumières partout. Il y avait les drapeaux de tous les pays, de part et d'autre de la scène et tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou d'être là, quoi. Et c'était magique, quoi. Donc, j'étais pas stressée. Enfin, c'était trop bien. Je me suis dit, c'est trop bien d'être là. Donc, ouais, en fait, j'étais trop contente d'être là. Partager le parquet avec des danseurs qu'on voit voilà, sur TikTok, sur Insta, où on rêve devant et puis ils étaient là et on a dansé sur le même parquet et tout. Et c'est trop cool. Donc, Là, non, pas de stress particulier. je les compte plus, mais on va le faire différemment. Là, j'imagine que du coup, si t'as pas, en général, quand on a les athlètes qui n'ont pas de truc d'entrée, de bonne chance, ils en ont pas de sortie. Donc, quand tu sors de piste, il n'y a pas un truc spécifique que tu fais non plus. Non, Au non. feeling. Ok. La Je dis gestion de... Dis-moi. merci mon corps d'avoir permis de faire ce que je fais. Et merci, c'est bien. Et voilà. On peut se reposer maintenant. La gestion de l'échec. Parce que, enfin, chez toi ou chez tes coachés? Euh, alors, je dirais que c'est un peu la même façon. Gestion de l'échec, alors là, c'est pareil. Ça dépend. Enfin, si, ça dépend quand même de ce qui s'est passé. Si c'est un échec, style oubli de chorégraphie ou chute, ce genre de choses, euh, parce que manque d'entraînement, ben, forcément, ça va être. Il y a un moment donné, il n'y a pas de surprise. Il faut bosser.
bosses pas assez, ben, il peut arriver des misères de compétition, et c'est comme ça. Donc, ça sert de leçon, et maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner pour la Mhm. prochaine. Si vraiment on a tout donné, et que malgré ça, il y a des soucis, on va dire, sur piste, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Tu glisses, tu tombes, tu as mis trop d'énergie, trop d'amplitude sur un mouvement sur lequel d'habitude tu ne le fais pas et tu finis plus loin que prévu. Bref, ça se passe pas comme tu veux, ben, ça arrive. L'idée, c'est de se récupérer tout de suite, évidemment, et ça, on essaie de le préparer en amont. Et puis, d'essayer de chercher à comprendre pourquoi, du coup, pour ne pas reproduire. Voilà, si c'est parce que j'ai mis trop d'amplitude, bah, d'habitude, je ne vais pas chercher assez loin. Donc, il Mhm. faut venir. Et après, si c'est vraiment, tu as tout donné, tout s'est bien passé, mais que ça ne le fait pas, ben, c'est le jeu de la compétition. Et ça, c'est pas évident, c'est de dire, ben oui, il y a des gens qui ont plus de facilité, qui sont meilleurs, qui dansent depuis plus longtemps, qui ont plus d'expérience, qui ont dansé d'autres styles. Ça Mhm. vient aller. Et puis même peut-être, ben, des fois, c'est juste comme ça, c'est aussi l'appréciation d'un jury. Il y a pas mal d'élèves, des fois, qui comparent leurs notes d'une compétition à une autre. Je leur dis, mais en fait, euh, ça rime pas forcément, enfin, ça n'a pas forcément de sens dans le sens où le jury est différent. Donc, en fait, les trois personnes que tu avais sur une compétition, là, ils préféraient peut-être les lignes, les pointes et les machins, et ceux de la compétition d'après, ils préféraient peut-être le body move, etc. Donc, il n'y a pas forcément de comparaison à faire d'une compétition à une autre. Il faudrait voilà, le même jury à chaque fois. Et si vraiment ça ne le fait pas, c'est juste de dire, ben, c'est le jeu. En fait, on se confronte aux autres et on se dit, voilà, qu'est-ce que je vaux par rapport à ces danseuses en France qui sont juste incroyables? Ben, un petit peu moins, et en général, c'est rien de plus. Dans nos catégories en tout cas, n'est-ce pas? Et, et voilà, après, moi, l'échec, ça me sert de moteur pour m'entraîner davantage, on va dire, rectifier voilà, ce que j'aurais pu manquer dans mes entraînements, dans ma façon de me préparer, etc. Et j'essaie de le prendre de la même façon pour mes coachés. Donc, eux ne le perçoivent pas toujours. Surtout pour les plus jeunes, c'est pas évident. Des fois, forcément, bah, on a l'impression d'avoir donné leur max et malgré tout, ça ne le fait pas. Et en plus, pour le coup, j'ai des jeunes, ils ont des catégories qui sont difficiles. Dans les ados, pré-ados, il y a des écarts d'âge. Mhm. Le bas de la catégorie, le haut de la catégorie, bah, forcément, à 10 ans ou quand tu as 15 ans, Mhm. forcément, tu as une capacité physique, pas forcément le même historique, etc. Donc, c'est pas évident. Mais en général, voilà, c'est de dire, bon, il faut que ça serve pour la préparation de la suite. Et la gestion de la victoire? Gestion de la victoire. Bah, T'as dit quoi? J'ai pas entendu. je kiffe. Ah. Gestion de la victoire, là, c'est pareil. Il faut, à mon sens, que ce soit toujours avec humilité, parce qu'il y a toujours des personnes en face de toi qui ont aussi bossé, qui ont aussi fait des sacrifices, qui se sont entraînés, qui ont tout donné et tout, et qu'il faut comprendre que ça peut rester une déception, que ça peut être difficile, etc. Et que du coup, il faut être, voilà, il faut être humble euh, dans la victoire, comme dans la défaite, ne pas se couler par terre, etc. Et voilà, d'être en bienveillance, on va dire, avec les personnes qui nous entourent et qui concourent à côté. Voilà. Ça, Être, c'est autant pour toi que pour tes coachés? oui, ouais, Ok. ouais, ouais. J'essaie vraiment de leur dire, ça sert à rien de déborder et de faire nananaire à suite parce que ça rime à rien, quoi. C'est pas le but du tout. Ok, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce qu'on pourrait, parce que dans l'interview avec, elle n'est pas sortie, mais selon quand vous regardez l'interview avec Isena, elle est vraiment de l'école. La victoire doit se vivre humblement. Et moi, je suis Oui. comme, il y a vivre humblement et écoute, tout le monde a travaillé très longtemps. Moi, je comprends que la première, elle explose de joie. Tu comprends? Ça veut pas dire qu'elle me crache dessus. Elle a gagné, c'est normal qu'elle kiffe son moment, quoi. Et du coup, là, on n'était pas d'accord. En fait, pour moi, il y a vraiment un. Alors, disons que je ne vais pas rester complètement fermée si je gagne. Bien sûr qu'il va y avoir sourire, un peu de gestes mais de là à exploser, snober les nanas qui sont à côté, parce qu'on l'a vu en compétition, et des fois, moi, je trouve ça incroyable. Non, moi, c'est pas. Donc, être humble et rester fermé,
non exploser complètement non plus, mais il y a peut-être un juste milieu, tu vois, à trouver, Mhm. de trop contente. Mais du coup, voilà, je suis aussi Respectueuse. étude Ouais, de ce qui se passe à côté. Donc, un entre deux, tu vois. Je serais plus ouais, je ne vais pas m'empêcher d'être contente, mais voilà, d'une moindre mesure, histoire de. Parce que ouais, je comprends. la victoire, c'est aussi la défaite d'autres. Et on sait qu'on l'a tous vécu et c'est pas forcément rigolo. Euh, donc, voilà. Ouais. Et c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs sur la dernière édition en Salsa Feminino Pro en France, c'est qu'il y avait ce truc très équilibré entre nous toutes, on va dire, euh, d'être contente et en même temps d'être à sa juste place, en fait, d'être Mhm. contente pour les autres. Mais même si on avait des déceptions propres, d'être contente pour les autres et Maria, ou moi-même, d'être heureuse d'être première et championne de France, mais aussi d'avoir, parce qu'en fait, on a fait un bon niveau. Hein, et il y avait beaucoup de belles personnes en finale. Et du coup, d'avoir ce petit regret de dire, ah, bah, ça m'embête quand même pour elle parce que j'adore ce qu'elle fait. En plus, moi, j'adore ce qu'elle fait, j'adore comme elle danse, j'aime bien la personne qu'elle est. Et du coup, même si je suis contente de gagner, ça me Mhm. touche. Il peut y avoir cette petite déception Bien. à côté de personnes que j'apprécie, même si je les croise qu'on compète et que je les énorme. De savoir que, Ouais, voilà. c'est ce que je disais à Fiona, moi, le respect que j'ai pour toutes les danseuses. Déjà, je le dis tout le temps, on a besoin de l'une des autres, sinon on n'aurait même pas de compétition. Ouais, Donc, c'est Dieu clair. merci qu'on est toutes là, heureusement. C'est clair. Et deuxième chose, c'est que le respect que j'ai, moi j'ai la chance dans moi. C'est vrai que dans mon école, on est un par catégorie. Donc j'ai pas de concurrence directe, donc j'ai pas d'amis que je, des amis, je veux dire, je passe ma carte de crédit les yeux fermés, tu comprends? Genre de vrais amis, j'ai des connaissances que j'apprécie, il y a des gens que j'ai envie de connaître, mais je les fréquente pas, on se croise que de temps en temps. Les interviews, ça me permet de me poser, vous connaître un peu plus, mais en vrai de vrai, on s'appelle pas, on a des vies tellement pour faire une Oui, oui. bouffe, quoi. Ça marche pas comme ça. Le respect que j'ai pour chacune, il Ah est, oui, mais, c'est il sûr. est, Oui, mais ça se ressent en fait, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est que ouais, c'est trop bien. Et je l'ai vraiment ressenti sur les dernières, enfin, vraiment sur le championnat de France 2023, et j'ai vraiment apprécié ça. C'est chouette, c'est trop. Là, on a des nouvelles. Là, on a la Coupe de Paris qui va se passer à partir en ce moment. Il y a des nouvelles compétitrices dans nos catégories. Comment est-ce que tu appréhendes la suite? Comment est-ce que tu as géré tu sais, moi, je t'avais écrit pour te féliciter d'aller à Lausanne parce que dans mes valeurs, représenter la France, c'est très, très important pour moi. C'est mon petit côté chauvin. Mais toi, tu m'as de suite dit merci beaucoup, mais je me sens pas légitime. Comment est-ce que tu l'as vécu après coup, cette expérience-là? Ouais, c'était particulier, hein, c'était particulier ce championnat de France. C'était bizarre, hein. Mais hum, en fait, ça a été compliqué. Disons que je ne me sens toujours pas forcément légitime, c'est vrai, puisque c'est Maria qui a obtenu la première place. Et après, je me suis dit, bon, ben, le règlement est ce qu'il est. Il a fait choisi de me faire partir. En plus, je leur ai proposé qu'on partage en fait les frais pour aller à l'Eurozone et qu'on y aille tous les deux. Et ils ont refusé. Mais, euh, donc après, je me suis dit, bon, ben, euh, comment, comment aborder le truc? Je me suis dit, il ne faut pas que je reste coincée sur ce sentiment d'illégitimité. Il faut vraiment que voilà, ils ont décidé qu'ils m'envoyaient pour représenter la France dans notre catégorie. C'est un truc de fou, donc il faut que je le fasse, quoi. Mhm. Et c'est vrai que c'est incroyable de se dire, waouh, aux yeux du monde entier, des gens présents dans cette compétition, je serai le La visage France, 100%. des solos féminins français, quoi. C'est Ouais. ouf. Là, je me suis dit, ah, un petit coup de pression. Faut pas voilà, mais non, non, c'était. Et ouais, c'est une chance, c'est vraiment une chance et c'est un honneur, quoi, vraiment de se dire, ah ouais, je représente les féministes solos, enfin les solos féminins, pardon, de France, quoi. C'est trop,
Et voilà, c'est vraiment une chance. Et du coup, je me suis dit, à partir du moment où on a fait prendre une décision, il ne faut pas trop que je me prenne la tête et juste je me prépare comme il se doit et j'y vais. Si ça peut te rassurer, j'ai parlé avec Maria, c'est pas un objectif qui l'a... L'international, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse, elle m'a dit. Donc, Ok. comme tu vois, comme quoi, tout était parfait. Non, elle m'a dit non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Après, à vivre, il faut le vivre pour vraiment le vivre, pour mesurer l'ampleur du truc et comprendre, je pense. Parce que même si on, enfin moi, avant ma première, j'ai fait 2 fois, du coup, avant ma première édition, on avait parlé et imagine, et d'y être. C'est autre chose. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur l'Eurosun, sur le Mexique en général? Comment ça s'est passé ton expérience en tant que alors la nouvelle troupe de Shine Academy, donc dirigée par Yannick Elamahi. On a fait l'interview. Allez la voir. C'est Kings and Queens of Bachata. Vous êtes Oui. arrivé premier face à énormément d'autres équipes, notamment mexicaines. Comment ça s'est passé? Donc le Mexique, en gros, 2023-2024, un petit mot sur chaque expérience. Alors déjà, la compétition de l'Euroson est vraiment différente, je pense, de reste des compétitions au Mexique. Ça reste un pays où il y a peu de moyens, et où parfois les conditions sont difficiles. Donc, l'Euroson, c'est vraiment à part. C'est dans un gros complexe hôtelier. Ça brasse énormément. Je crois qu'il y a 2500 danseurs, quelque chose comme ça. Donc, une énorme compétition. Tous les pays qui viennent du monde entier. Euh, le lieu, alors c'est pas mon truc, les gros hôtels comme ça, mais pour la compétition, c'est top. Chambre au-dessus de la salle de compétition. Descendre. Euh, et pour le coup, Oaxaca, c'était vraiment différent. Donc c'était aussi organisé dans un hôtel, mais il y avait 2 salles de compétition simultanées. Il y en a une qui était à l'extérieur, une qui était à l'intérieur. Et déjà de danser à l'extérieur, c'est pas la même chose. Euh, il n'y avait pas de salle d'entraînement, donc en fait sur le goudron, quoi, sur la terrasse, sur le goudron. Et nous, petits Français, on n'est pas forcément habitués à ça. Donc voilà, c'était sympa. Alors à l'Eurosun, tous les pays, hein, et surtout Amérique latine, on voit qu'ils sont quand même, ils ont la rage parce que la façon qu'ils ont d'aborder la danse et la compétition est différente de chez nous. Chez nous, c'est vraiment un loisir et un moyen de reconnaissance, de faire valoir. Pour eux, il y a vraiment une façon de se sortir de certaines situations personnelles un peu délicates, on va dire. Et du coup, l'intention dans la façon de danser est vraiment différente. Donc, ça se ressent déjà à l'Eurosun, parce que c'est la plus grosse compète, je pense, euh, avec le Summit au niveau SBK. Et donc, ça se ressent déjà à ce moment-là. Mais là, du coup, au Mexique, de les voir, alors nous, bon, le décalage horaire change, qui joue un petit peu, mais les danseurs, ils s'entraînent sur le goudron, ils font leurs accros, le Normal. sol est sans problème, quoi. Donc, ça met quand même une petite, ça remet un peu en se disant, bon, ben, je vais peut-être arrêter de rechigner. Alors, moi, c'est pas trop mon style, on va dire, je peux parle pas trop, je crois pas en tout cas, mais voilà, il y en avait d'autres dans l'équipe. C'est un peu différent et voilà, ça remet un petit peu à sa place de dire, bon, ben, ok, on n'a pas toutes les mêmes conditions, ça leur empêche pas Tout de monter défoncé. des trucs, tout en compétition, quoi, des accros, des glissades et tout, ils s'entraînent toutes des contractions sur le goudron. Donc, donc voilà, ça remet un petit peu à sa place et c'était chouette. C'était chouette. Après, il y avait beaucoup de retard. Voilà. L'heure de démarrage de la compétition, le parquet était fini d'être monté. Comme il y avait une scène extérieure, la compétition a dû s'arrêter parce qu'il y a eu de la pluie, enfin des trucs, voilà, des trucs nuls. En France, quoique c'était arrivé à Nîmes, Ouais, plus dans voilà, mais on va dire que ça arrive un petit peu moins souvent chez nous. Beaucoup de problèmes de son, enfin voilà, des trucs un peu particuliers. Et chez nous, on n'est pas habitué, mais ça remet un peu à sa place de dire, bon, bah, et en fait, eux, ça les empêche pas voilà, de performer malgré tout, de rester au taquet au niveau de la forme, etc. Donc voilà, c'est intéressant à vivre. t'as C'était, vu. ouais, assez instructif et c'était, voilà,
avec il y a beaucoup de fair play aussi, et mais là, pour le coup, je pense que c'est dans les compétitions de danse en général. Les gens sont très fair play. Il y a beaucoup d'encouragement. Voilà, il y a des moments où la musique a sauté, les mecs continuent de danser, et en fait, tout le monde, sans exception, le jury, les gens qui étaient en train de regarder, les gars qui étaient en train de s'échauffer derrière et qui passaient dans la même catégorie, ils sortaient de la salle et qui hurlaient pour encourager que les gars ils puissent continuer leur choré jusqu'au bout. Et ça, enfin, c'est trop beau, quoi. C'est ouf. Il y a beaucoup d'encouragement entre les danseurs, beaucoup de soutien, même des gens qui sont dans la même catégorie. Ah, ça passe pas. Attends, essaye plus comme ça, tu verras, ça va mieux. Mhm. Ça, j'ai vu à l'Eurosone aussi, enfin, c'est trop beau, quoi. Je trouve ça trop beau. Mhm. Beaucoup de fair play entre les danseurs et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Alors, il me reste deux questions. La première, c'est qu'on a très peu apporté l'aspect préparation mentale. Est-ce que tu vas chercher une complémentarité? Alors, Maria, c'est les livres et les podcasts. Marciane, elle avait carrément une coach de vie. Adam, le champion de salsa solo masculin, il dit rien du tout. Moi et moi-même, toi, comment ça se passe? La préparation mentale, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Là, pour le coup, c'est pareil. Je sais qu'il y en a qui ont voilà, des couches, des trucs et tout. Moi, c'est moi avec moi-même aussi. Euh, En fait, je me dis que si j'ai, je pars du principe que j'ai de la chance. J'ai deux pieds, deux bras, tout fonctionne bien. Et donc, la seule chose que je peux faire, c'est travailler et m'entraîner. Ce que je fais tardivement, du coup, mais je le fais quand même. Et j'ai pas de stress particulier. Donc, ma seule prépa mentale, c'est de dire que je peux le faire. Pas de, donc, longueur de temps, je me dis que je suis une machine et que je peux le faire. Que mon corps tiendra le coup et je peux le faire. Donc, je le fais. Voilà. Mhm. Et que j'ai vu pire avant, je verrai peut-être pire après. Là, c'est juste que je le fasse. Voilà, je ne me pose pas la question et voilà, c'est tout. Et je Merci. pense que quand on stresse pas, ça aide pas mal dans la prépa mentale. Je suis pas rendue là. D'accord? Comme je dis à Maria, je suis rendue à contrôler, à pas vomir dans les coulisses. Je ne veux pas tout faire en Vraiment, même temps. je pense que de conscientiser que c'est une chance de pouvoir le faire, ça aide. La prochaine fois, je viendrai le voir. Je dis, n'oublie pas, on a de la chance d'être là et de pouvoir faire ce qu'on aime. Et Mais ça permet oui. de dédramatiser un peu le truc. Bon, après, chacun gère les choses, mais tu viendrais te dire. Ouais, mais c'est ce que je vais te dire, je pense pas que c'est incompatible. C'est genre, c'est tellement le kiff de faire les compétitions, mais ça empêche que, ouais, je pense que là, c'est une question de personnalité. Hum. Il n'y a pas grand-chose qui me stresse dans la vie, autant la compétition, c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage pour le coup. Ouais. Oui, puis effectivement, c'est pas incompatible parce que tu peux te dire c'est un vrai kiff Ah et ouais. te dire oh, si je rate mon vrai kiff, putain, voilà. Pardon. Mais Non, non, pas de souci. Ouais, ouais, c'est même pas c'est au-delà de rater, j'aime la compétition dans tous ses spectres. J'aime perdre, j'aime oui, parce que c'est évoluer, j'aime le stress, j'aime limite, alors ça un peu moins, j'aime attendre, bon ça un peu moins, si on pouvait moins attendre. J'aime tout. J'aime tout le spectre. J'aime pas que le côté cool. J'aime tout. J'aime le côté ah, cette fois ça l'a pas fait. Ça fait partie ouais, du truc, ça c'est un tout, c'est un tout. Le stress fait partie d'un tout. Moi j'aime tout. tu perds, ça peut servir de leçon. Et ça, tu dis ah ouais, mais du coup, ça alimente quelque chose je sais pas, qui permet d'aller plus loin, quoi. C'est addictif. C'est clair, hein. Tu vis des émotions tellement fortes, du coup, dans le plus comme dans le moins. Ah Des oui. fois, tu doutes, c'était au bout, tu te dis, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Et puis après, tu gagnes quand même, et du coup, tu es refait. Ça fait tellement des montagnes russes. Ouais, C'est très vrai. La dernière fois, j'ai attrapé la veste de Mauro parce qu'il me dit, c'est normal de vivre des émotions. Je dis, là, c'est de la folie, d'accord? C'est plus normal. Là, c'est fou. C'est j'arrête la compétition et le lendemain, c'est comme, c'était génial, on recommence. Waouh! Non, c'est trop, c'est trop. Non, c'est de la folie, mais je vous jure, c'est addictif. ouais, Et c'est c'est vrai. le meilleur booster de croissance sur soi, sur sa Oui, danse, sur tout. c'est vrai. C'est Son vrai. mindset. Et pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte rien.
malade. Vous ne rendez pas compte de tout ce que ça apporte, en fait, et de ce que tu découvres sur toi, ce que tu découvres sur les autres, ce que tu es capable de faire. Et en fait, l'intensité des émotions. Enfin, je veux dire, on a gagné la semaine dernière, mais il passe tellement de trucs dans ton corps et tout, tu as l'impression que tu vas exploser Ouais, c'est fou, quoi. Enfin, c'est fou. Et je pense pas que tu aies d'autres moments dans ta vie où tu puisses ressentir des choses comme ça. C'est vraiment... C'est... On arrive à la fin, Maëlys. Qui est-ce que tu penses que je devrais interviewer qui apporterait énormément de valeur aux danseurs, aux compétiteurs, au monde de la compétition? Il y en a du monde, mais... Et puis surtout, tu as déjà interviewé pas mal de personnes. Ah, donc il faut que je trouve quelqu'un. Il faudrait que je réfléchisse. Il faudrait un peu de temps de réflexion. Ça Trouver marche. qui que tu n'as pas déjà interviewé et qu'il faudrait interviewer. À réfléchir. Je mettrai la réponse de Maëlys en commentaire et peut-être même j'interviewerai cette personne. Maëlys, on Ok. se voit très bientôt. Est-ce que tu seras présente à la coupe de... Où est-ce qu'on peut te retrouver, les spectateurs? À la Coupe de France de Paris, Alors, pas la Coupe de France de Paris, pas cette année, mais du coup, directement, je suis fondatrice à le Nice. Parfait. Donc, on se revoit le 4 ou 5 mai. N'hésitez pas à la suivre. Il y a plein de vidéos déjà d'extraits de son passage. Et on aura normalement des plus complets, hein, Maëlys, sur la vidéo YouTube, ses réseaux. Si vous voulez suivre son parcours, si vous voulez prendre des cours avec elle, seront comme d'habitude dans la barre d'infos. Moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo mío, oye, Ochunte, ven.